Alors dans la série des cours sur le Shalom Bayit, ouais, l'harmonie du couple, on va continuer. Alors aujourd'hui le sujet que j'ai choisi, c'est d'essayer de d'élaborer, parce qu'on a vu, bon, on a vu un peu tous les sujets, je pense qu'on a bien tourné autour du sujet, et essayer de comprendre qu'est-ce qui peut nous rendre heureux et heureuses dans un couple. Très important qu'on ait un objectif, bah, évidemment c'est de se marier, mais dans l'intérêt, pas de cohabiter avec un homme ou de vivre une vie de famille qui soit... éloigner la belle-mère. Comment? C'est pour ça qu'il y a eu... Avec ma fille, ouais. Alors il faut éloigner la belle-mère. Alors c'est vrai qu'on a traversé la mer Rouge. Mais est-ce qu'on a traversé la belle-mère? Mon Dieu, comment elle est dure. Alors, c'est pas possible. et donc qu'est-ce que je disais? Alors c'est ça, donc le sujet c'est ça. Essayer de comprendre quels sont les paramètres. On va essayer d'établir ensemble les paramètres qui vont nous rendre heureux et heureuses. Ouais, une femme, comment elle va se rendre... Et donc ça c'est un objectif commun qu'on doit avoir en commun depuis le départ. Ça va? Avant de penser, on va fonder un foyer, on va se marier, etc. Mais le but c'est d'arriver à être heureuse dans son couple. Ouais. Et donc c'est ça qu'on attend de sa vie de couple. Après, qu'est-ce qu'on définit par le bonheur? Ouais, parce que il y a le plaisir de vivre ensemble, il y a le bonheur de vivre ensemble. C'est pas pareil. Ouais. C'est pas du tout pareil. D'accord? Parce qu'on peut avoir du plaisir dans la vie, mais on n'est pas heureuse. Ça va? On peut avoir un mari qui nous comble, etc., mais on n'est pas heureuse. Donc, c'est ça qui est important. Donc, c'est de déterminer les paramètres. Et ça, c'est un objectif qui doit être commun à chacune. Ouais, que chacun et chacune d'entre nous, quand on se marie, on a un objectif commun, c'est d'atteindre ce but. Ouais. Donc, quand on voit qu'on dérape sur ce but, qui est d'être heureuse dans sa vie de couple, c'est qu'il y a un problème. Donc là, tout de suite, on a peur, on se freine. Ouais. Alors qu'en général, on n'est pas dans cette projection-là. C'est-à-dire que les gens, ils veulent régler des problèmes, ils veulent régler leur vie, ils veulent avoir des intérêts qui sont fondés dans leur vie de couple et qui sont dans leur intérêt personnel, ouais, et sans forcément penser que forcément ça va nous rendre heureux tous les deux. Alors, je pense que d'abord, au départ, ouais, quand on se marie, on a dit une fois, on a rappelé une fois dans Taranit, la Gemara dit là-bas, que ce que dit Shlomo Meler dans Shira Shirim, Beyom Chatunato Uviom Simchat Libo, le jour du mariage et le jour de la simcha du cœur, la Gemara expliquait que le jour du mariage, c'est pas forcément le jour du mariage, ouais, c'est le jour où on a reçu la Torah. Bizarrement, la Gemara dit que c'est le jour où on a reçu la Torah, et le jour de la joie du cœur, c'est le jour où on a construit le Mishkan, on a construit le Beth Amikdash. Il y a eu un binyan, il s'est passé quelque chose, on a construit ensuite quelque chose qui vient de la simcha. C'est ça qui est le produit de la simcha. Maintenant, pourquoi le jour du matin Torah et c'est le jour du mariage c'est commun? Parce qu'on a dit, une explication qu'on a donnée, c'est d'expliquer que le jour du mariage, on est la femme la plus heureuse du monde. Là, on a découvert le prince charmant, voilà, c'est notre mari, c'est lui, c'est personne d'autre que notre mari, c'est lui, voilà. Ouais. Et le mari, pareil au tout d'abord. Ça va? Maintenant, c'est exactement comme le matin Torah. On a reçu le message divin. On va arrêter de faire de la philosophie, on va arrêter de faire... Voilà, c'est Hachem, c'est ça, voilà, il faut réfléchir avec la Torah, dorénavant c'est ça. Donc on a trouvé le Hémet, il faut juste s'adapter au Hémet. C'est extraordinaire. Le problème, Ça, c'est avant. le problème c'est avant. Le problème c'est quoi, hein? C'est comment ça va se passer demain. Ça veut dire, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous, quel tzadéket il faut être dans la vie, quel degré d'exigence Hachem il a de soi, quel niveau il faut atteindre, qu'est-ce qui est grave et qui est moins grave, voilà, c'est ça la vie. La vie de la Torah c'est ça. Et de l'autre côté, c'est pareil, la vie en couple, c'est pareil. Ben, j'étais célibataire, je sais ce que je veux, moi. Mais quand je vais me marier, ben, il faut tout partager. Est-ce que mon mari va me respecter? Est-ce que mon mari va me comprendre? Est-ce que mon mari... Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'on est dans une projection de doute, en fait. C'est-à-dire que, quelque part, on a reçu la Torah, mais tout est à construire. Vous comprenez? Et dans la Torah, il y a du Yetzirah, et dans le couple, il y a du Yetzirah. Vous avez compris? Donc il va y avoir des tendances qui vont vouloir nous détruire. Ouais, et qu'il va falloir se battre contre cet esprit destructeur qui existe dans une vie de Torah, dans une vie de couple. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'on va devoir éliminer tous ces projectiles-là qui viennent, qui nous encombrent, qui nous polluent notre vie, et qu'est-ce qui va faire qu'on va être heureuse dans notre vie de couple. Voilà, c'est ça la perspective. C'est un peu comme comment on va être heureux dans la Torah, c'est pareil. Soit on vit une Torah de rigueur, mais qui nous rend... on est obligé de faire la Torah, parce que sinon Hachem il va nous punir, voilà, c'est une façon de vivre. Ouais. Et si je fais pas ce que mon mari dit, il va me punir. Hein. Ou bien on est heureuse de vivre une vie de couple épanouie en symbiose avec son mari et la Torah, c'est ça. Donc il y a la Havat Hachem, et il y a la Hirat Hachem, il y a la Havat de son mari et la Hirat de son mari, c'est pareil. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? On sort au départ. Je pense qu'au départ, on n'est pas forcément rassuré parce que on connaît son mari, ouais, on connaît sa femme, mais on la connaît avant le mariage. Ça veut dire très attentionné, parce qu'on a tous un intérêt profond, c'est de se marier, évidemment. Donc, on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'écart entre nous deux.
Mais après le mariage, il n'y a plus besoin de faire d'écart. Parce que de toute façon, ça y est, on est casé maintenant. Vous avez compris? Maintenant, est-ce qu'on est rassuré? Donc il va y avoir une autre question qui va se poser, c'est au fond, qui j'ai en face de moi? Parce que la personne que je connais, c'est la personne qui est très attentionnée, qui fait très attention à moi, qui m'offre des fleurs, etc. Voilà. Mais après le mariage, il a plus besoin de m'offrir des fleurs, et ça y est, il est marié, donc il n'a pas besoin de faire d'efforts, il n'a pas besoin de... Et cette personne-là, c'est la vraie personne, c'est pas là. Il y a la vraie et la fausse, vous avez compris? Maintenant, est-ce que je suis rassuré d'avoir la vraie personne? Ça, c'est une chose. À part ça, hein, de se rassurer que la vie à deux, elle va se faire correctement, elle va se vivre de façon équilibrée, ça va? Qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Ou pas qu'il ait une notion de la femme qui soit une notion un peu moyenâgeuse. Ou qu'il y ait une notion du mariage qui soit moyenâgeuse, ça va? Voilà. Et donc c'est important, donc on n'est pas rassuré. Donc le travail personnel qu'on doit faire au départ, je pense, en tant que femme et mari, c'est de rassurer son partenaire. Ça veut dire faire des actes, montrer des intentions, montrer que on n'est pas une fausse personne, on n'a pas fait ça par intérêt au fond, vous avez compris? Le bonheur, il va résider là-dedans, parce que sinon ça va créer des inquiétudes. Ça va créer des inquiétudes, des images qui ne sont pas forcément positives, et aller enlever les images après. Ça veut dire essayer d'enlever tout ce qu'on a pu créer par des fausses intentions, des mauvaises intentions. C'est très grave, vous avez compris, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Les femmes sont sensibles à ça, évidemment. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire attention au départ, rassurer la personne. Rassurer, ça veut dire je sais que mon mari il est ce qu'il est et j'ai confiance en lui. Je sais que ma femme elle est ce qu'elle est et j'ai confiance en elle. Voilà. Tout ce que j'ai pensé parce que je l'ai épousé ou je l'ai épousé lui ou elle, je sais que ces valeurs-là elles sont présentes et je le vois dans ma vie de tous les jours. Donc ça prend du temps ça de rassurer la personne. Ouais. Ça prend du temps d'être sûr, de pas avoir de. Et même s'il y a un jour dérapage, ça s'appelle un dérapage. S'il y a eu un problème, il y a eu un dérapage. Mais je ne dis pas ah bah tiens, ben voilà sa vraie nature. Vous avez compris? Voilà sa vraie nature. Non. Il faut dire que je connais mon mari, je sais ce qu'il est, je connais ma femme, j'ai confiance en elle, j'ai confiance en lui. Quand je dis confiance, ça veut dire je sais exactement que ce que j'ai choisi, c'est cette personne et je la vois dans ma vie de tous les jours. Vous voyez, après on va déterminer les paramètres qui font qu'on peut être rassuré. Mais c'est très important au départ d'être rassuré, d'être sûr de son couple, d'être sûr de soi. C'est ça, c'est un binyan. Quand les Khamim parlent de construction, c'est bizarre. Construire, c'est des briques qu'on amoncelle l'une sur l'autre. Hein? Un binyan. Mais est-ce qu'il y a du ciment? On est mariés, mais le moindre écart, on pousse le mur, il tombe. Il n'y a pas de ciment. Ça va? Je dis voilà, je vois la maison, elle est là, la maison, là. Il y a les fenêtres, les machins, mais il n'y a rien qui cimente les éléments. Ça veut dire qu'on peut pousser le mur et tout ça tombe. Pour un mois, une bêtise. On dit, ah quoi, le couple il tenait sans rien. Hein? En fait, il faut mettre du ciment. C'est quoi le ciment? Hein? Ben oui, mais c'est ça qui va nous rendre heureux, vous avez compris ou pas? Qu'est-ce qui va nous souder? Ouais, c'est ça le truc, vous avez compris? Pour des fois des choses, des bêtises, on se met en colère, des trucs, on s'énerve. Je dis, attends, je vois ça, je dis, attends, je tombe par terre là, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait tellement d'écart? Ouais, voilà. Donc j'ai dit, donc rassurer la personne, ça veut dire que on va essayer de déterminer les éléments qui nous rassurent, les éléments qui consolident notre couple. Il faut qu'on soit fort, vous avez compris? Il arrive même des épreuves qui sont juste là pour nous consolider. Pour qu'on arrive à se retrouver mari et femme, en fait. Et vous allez vous rendre compte que toutes les circonstances de la vie sont faites que pour ça. On n'a pas nécessairement des enfants pour fonder un foyer. On a aussi des enfants pour arriver à consolider les liens tous les deux. Parce que le rôle qu'a une maman vis-à-vis de ses enfants et du père ne sont pas le même rapport, mais on est solidaires dans la faculté à pouvoir éduquer nos enfants. On se retrouve, on discute, on parle ensemble, on s'interroge, on est des fois en problématique, mais qui est commune. Pas genre occupe-toi des enfants et moi je m'occupe d'autre chose. Non, en fait comme si que les éléments présents du couple n'étaient là que dans l'intention profonde de les rattacher. Vous avez compris? En fait de se retrouver, d'essayer de créer des liens. Comme je vous ai dit, imaginez-vous Rivka, elle est stérile. Bon, ça fait 10 ans qu'elle n'a pas d'enfant. Ouais, ils ont 20 ans de couple et 10 ans qu'ils n'ont pas d'enfant. C'est dur quand même pour une femme. Bon, elle vient voir son mari, dit écoute, qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas bien. Il peut avoir deux réactions possibles. Soit de dire, mais écoute, je suis pas gynéco. Qu'est-ce que tu me parles de tes problèmes de femme? Et moi, je suis pas une femme. Qu'est-ce que tu t'adresses à moi? Je suis pas une femme. Ça va? Et donc, il renvoie le problème sur sa femme en disant, écoute, occupe-toi de toi. On n'a pas d'enfant, c'est quand même de ta faute. Ça va? Etc., etc. Vous avez compris? C'est toi qui t'occupes. Tu me demandes à moi, mais moi, qu'est-ce que je suis là-dedans? Moi, je fais ce que je peux, mais je suis pas une femme. Donc, tu as un problème de femme. Tu vas t'occuper de tes problèmes de femme.
Il y a une manière de réagir, mais qui n'est pas très sympa parce qu'elle attendait autre chose. Ça va? Hein? C'est frustrant. Mais bien sûr, parce qu'elles ne se sont pas attachées, elles ne se sont pas comprises par son mari. Et sa souffrance n'est pas partagée. Il n'est pas intelligent, le gars qui dit ça. Mais ça existe, malheureusement, c'est comme ça. Ça va? Malheureusement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors vous parlez d'intelligence. Alors c'est marqué dans la Torah, hein? C'est marqué dans la Torah que Yitzhak va Yahatar Yitzhak. Il a prié fortement Yitzhak. Quand on parle de Yahatar, c'est-à-dire qu'il a prié de tout son cœur. L'Enochach Ishto, en présence de sa femme, qui a Karaï parce qu'elle était stérile. Il a prié, pas parce qu'elle était stérile. Il a prié parce qu'elle était stérile, mais en présence de sa femme. Avant de parler de la stérilité de sa femme, dans la prière, il a parlé de la présence. C'est intéressant comment c'est ordonné dans la Torah. Vous avez vu comment c'est marqué? C'est pas marqué, il a prié parce qu'elle était stérile en présence de sa femme. Non. Il a prié en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Ça veut dire que la présence. Qui c'est qui souffle le plus? Qui c'est qui souffle le plus? C'est elle ou c'est lui? Hein? Oui, mais présente dans quel sens? Est-ce que présence physique? Rachid dit qu'elle était présente dans un coin de la chambre. Ça, c'est le pshat. Mais présence, la présence. Il a montré son attention vis-à-vis d'elle. Oui, mais pour qu'elle soit entière d'intention, il faut faire quoi? Hein? Non, mais je m'entends. Hein. Pour se sentir concerné par la souffrance des gens. Mais comment je fais? Hein? Est-ce qu'il faut parler avec... je vous explique une chose. On va faire un travail ensemble. On va faire un travail ensemble. Expliquez-moi une femme qui n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qui souffle le plus? Le mari qui n'a pas d'enfant parce que sa femme n'en a pas, ou elle qui n'en a pas? Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est elle? C'est les deux. Mais qui est-ce qui a... C'est vrai. Mais qui souffle le plus? Lui ou elle? Pourquoi c'est elle? Parce que c'est elle qui porte l'enfant. C'est toujours Non, mais elle peut dire, mais moi j'y peux rien, qu'est-ce que j'y fasse? Tu t'es marié, c'est ton mazal, qu'est-ce que j'y fasse moi? T'as pas d'enfant, mais si j'en ai pas, c'est à cause de toi. Ouais, mais il y a une frustration. J'entends, mais pourquoi c'est pire pour elle? Parce qu'elle a deux. Parce qu'elle a besoin de la Attendez, chacune. Attendez, avant que je m'énerve. C'est pas dans votre genre. Chacune va dire, elle a dit, excusez-moi, elle a dit il y a deux choses, allez-y. Parce qu'elle a deux souffrances. Deux souffrances. Elle a la souffrance de ne pas avoir d'enfant. Très bien. Et la souffrance aussi que son mari Ne pas avoir d'enfant, exactement. C'est ça. Et elle a une troisième souffrance. Laquelle? Mais si elle n'a pas d'enfant pendant toute sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Son mari va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire son mari? Elle aime son mari, mais elle va divorcer parce qu'elle n'a pas d'enfant. Mais ça arrive. Mais c'est pour ça que j'en parle. Ça veut dire qu'elle a une triple souffrance, cette femme. Et le mari, combien il en a? Il en a, il n'a pas d'enfant, il en a une, d'accord? Et aussi la souffrance de se séparer de sa femme. Voilà. Mais lui, pour se remarier, il aura certainement des enfants avec une autre femme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si lui, quand il va prier Hachem, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je n'ai pas d'enfant? Non. Donne-nous un enfant. Ou il va dire, nous n'avons pas d'enfant. Nous n'avons pas. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme ça. Il pourrait dire, mais je souffre, je n'ai pas d'enfant. Nous n'avons pas d'enfant, mais je souffre de ne pas en avoir. Mais s'il arrive à conjuguer la souffrance de sa femme, qui est pire que la sienne, à la sienne, Alors peut-être. alors là, Hachem, il va entendre. Ça veut dire qu'il va être en souffrance. C'est pour ça que c'est marqué là-bas qu'Hachem, il a écouté la prière d'Yitzhak et pas de sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a conjugué les deux. Elle était présente dans sa souffrance. Vous avez compris ou pas? Complètement impliquée parce qu'il discute avec elle. Parce qu'il lui dit, mais dis-moi tout ce que tu ressens. Parce que j'ai besoin de savoir. Parce que j'ai besoin de prier pour toi. Vous avez compris la différence? Pas de dire que c'est pas mon problème. En fait, comme si que la stérilité était qu'un moyen de se retrouver. Vous avez compris ou pas? Mais d'abord, il faut être un couple. Et ils ont été un couple par la stérilité de sa femme. Ça veut dire qu'ils ont été un couple, ça veut dire qu'on devient fusionnel. On est dans la souffrance, on devient féminin, parce qu'on comprend le féminin. Pas comme dire, mais moi je suis un homme, de quoi tu me parles? Ça va? Si tu as un problème de gynéco, va voir ton gynécologue. Moi j'ai pas de souci là-dedans. Je ne dois pas réfléchir comme un homme, je dois réfléchir en application à la souffrance personnelle que ma femme elle peut avoir. Ça va? Et là je deviens tout à coup masculin-féminin. Tout à coup je sens, tout à coup il se crée un lien. Pourquoi il se crée un lien? Parce que sa souffrance devient la mienne, donc je comprends cette femme, je la comprends, je puis réagir, je puis trouver des solutions. Elle est impliquée dans sa souffrance. Elle a peut-être du mal à sortir de ce problème. Mais moi qui ne suis pas impliqué dans sa souffrance, je peux mieux comprendre sa souffrance. Peut-être trouver des solutions qui ne sont pas parti pris de la souffrance féminine. Ça va?
Et quand elle se sent soutenue par son mari, comment elle se sent elle? C'est peut-être ça qui va lui donner envie d'avoir des enfants. Vous avez compris? Il peut y avoir un déclic psychologique en disant « Je ne suis pas seul ». Et mon mari, vous avez compris? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que je vous dis là, c'est ce qu'elle a reproché Sarah à Abraham. Mais lui, il n'y a pas répondu. Moi, j'ai déjà un enfant. Qu'elle était seule. Comment? Non, elle a dit comme ça. Quand Abraham, il a prié, vous savez, il a gagné la guerre contre des rois, de façon miraculeuse. Il y a eu des rois qui ont fait des guerres, 4 rois, les 5 contre les 4, et les 4 ont gagné. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils ont pris en captivité, comment il s'appelle, Lot, c'était son neveu, il a dit à son serviteur qui était Élisée, on va aller faire la guerre contre eux. Et ils ont été faire la guerre à deux. Ils ont eu des miracles, ils ont pris du sable, c'est devenu des sangs, des lances, des flèches. Après Hachem, il a dit, voilà, tu as gagné, Razak. Il a dit, mais à quoi ça sert tout ce que tu m'as donné? Ve'ani olech ariei. Et je me déplace sans enfant. Il a osé dire Ani olech. Sa femme, elle a dit, comment tu as dit Ani? Tu aurais dû dire Anachnu. Il dit, mais c'est pour ça que je ne tombe pas enceinte, parce que je ne suis pas présent dans ta tête. Que pas que ma stérilité n'est le fait que de savoir que tu es seul. Mais si tu m'avais associé dans ta souffrance, peut-être que j'aurais pu... Vous avez compris ce qu'il a dit? Vous avez compris ça? Le rat qui a fait appel à... Ça veut dire que sa femme était Ouais. Et accessoire. sa femme était souffrante. Et quand le docteur il toque la porte, il lui dit c'est qui le malade? Il dit nous sommes. C'est ça. C'est le Rav Arié Lévin, qui était le tzaddik du Yerushalayim. Il a dit nous sommes malades. Ça veut dire qu'il était complice de la souffrance. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester indifférent. Ça va? Donc le vrai problème en vérité c'est quoi? C'est d'être rassuré. Voilà. C'est-à-dire que ça fait partie de l'assurance qu'on a. Que mon mari, ma femme, elle est avec moi. Alors on est un couple. On n'est pas deux personnes séparées en fait. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Parce qu'au départ, je vous explique, le but en vérité c'est de trouver ce qu'on a perdu. Essayez de comprendre que la Gemara, elle dit dans Nida, que quand un enfant est conçu 40 jours avant sa conception, on dit bat pleni les pleni. Cette fille-là, elle correspond à cette Neshama. Mais ça veut dire qu'ils étaient ensemble ou pas? Puisqu'elle correspond à lui. Simplement, on les a détachés. Mais cette Neshama, elle était masculine, féminine? Elle avait les deux. Elle avait les deux. Oui. Seulement, lui, il va naître avant, donc on va le détacher. On dit, mais tu sais, la référence de cette Neshama masculine, c'est elle. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a détaché une Neshama en deux, il a découpé en deux, et on va se retrouver en fait le jour de notre mariage. Avec toutes les expériences personnelles qui nous sont personnelles. Ça va? C'est-à-dire tout le vécu qu'on a qui est individuel, qui est un peu égoïste. Comme c'est qu'on avait créé quoi? Un être de Yetzer, avant de se marier. Comme un enfant, avant qu'il soit bar mitzvah, son Yetzera, il est né avec lui. Il a un Yetzera de 13 ans. Et son Yetzera Tov, il va naître le jour de sa bar mitzvah. Vous imaginez que le jour de sa bar mitzvah, il a Yetzera Tov d'un jour, et son Yetzera, il a 13 ans. C'est pareil. Ça fait 13 ans qu'on est séparé de son épouse spirituellement, ou de son mari, et là on va se marier, c'est là qu'on va construire notre vie de couple. Avec 13 ans d'égoïsme et de penser qu'à soi. C'est fait exprès, vous savez pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Hein? Pourquoi il faut descendre tout en bas pour se construire? Hein? Il faut avoir une Sarah de 13 ans pour démarrer sa vie spirituelle, de bar mitzvah. Il faut avoir un Yetzara égoïste de ces années pour démarrer sa vie de couple où là il faut partager. Quand on est célibataire, on partage pas, on pense qu'à soi évidemment. Ça va? Essentiellement. Et après, maintenant on dit tiens, j'ai ma femme en face de moi, comment je vais faire avec elle? Qu'est-ce que je fais d'elle? J'ai mon mari en face de moi, qu'est-ce que je fais de lui maintenant? C'est ça le problème, on est à deux, mais qu'est-ce qu'on fait de l'autre? Ce qu'on n'est pas habitué à penser au départ. Donc ça veut dire qu'on a un esprit qui est construit pour arriver à... Pour ça que quand on se marie, on demande d'abord quelle est la fiche de paye de mon mari. Ben évidemment, parce que sinon il faut bien que je sois heureuse. C'est vrai, il faut qu'il puisse subvenir à mes besoins. Qu'est-ce qui fait ton fiancé? Voilà, la vraie question c'est ça. Comment? Non mais c'est vrai, mais c'est un problème, parce que ça veut dire qu'on se marie avec est-ce qu'on parle avec la personne?
Mais c'est pour ça que j'en parle. Mais c'est pour ça. Est-ce qu'on se marie avec un chéquier? Voilà. Après la vie faisant, si on est heureux dans les moyens que nous avons, ben on vivra avec. Mais c'est-à-dire que malheureusement, on a mis le téléphone, on a mis l'essentiel. C'est ça. On a mis en avant ça. Donc et ça c'est pas rassurant parce que si ça va, tant mieux. Mais si ça va pas, c'est catastrophe. Ça va? Les couples se déchirent parce que la parnassa, parce que voilà. Mais on ne se marie pas pour l'argent. Chazak ou balo, Chazak, vous avez raison. C'est pour ça que. Ça vient la situation. Et quand ça vient? Alors on y va. Donc la première chose c'est de se rassurer, d'être compris par son conjoint. D'être compris par son conjoint. D'être respecté. Ça va, ce sont des valeurs. Qu'est-ce qui va nous rendre heureux? C'est qu'il faut fonder des bases. Des bases de compréhension de l'autre. Quand une femme elle se plaint que son mari ne la comprend pas, ouais. Ou quand un mari ne comprend pas, il n'est pas compris par sa femme. Pourquoi il n'est pas compris par sa femme ou par son mari? Pourquoi? On ne se comprend pas. Parce qu'ils sont différents, ils ont vécu dans des familles qui ne sont pas pareilles. C'est vrai, à part les familles déjà plus en... Il y a les midotes aussi. À part les midotes. Mais l'homme et la femme, ils ne sont pas pareils. Khazak, c'est ça. En fait, il y a du féminin en face de moi qui n'est pas masculin. Et il y a du masculin qui n'est pas féminin. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes tendances, on n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas... Voilà. Tout est différent. Mais si un homme reste un homme dans sa vie de couple, il va rendre malheureux sa femme, parce qu'elle sera jamais comprise. C'est toujours contre ses intérêts personnels. Et une femme aussi, c'est pareil. Vous avez compris ou pas? Donc la compréhension, c'est quoi? C'est comprendre la nature de l'autre. Devenir un peu l'autre. La nature de l'autre. Voilà. Quels sont les besoins de mon épouse? Voilà, et ça, et je veux, en fonction de ses besoins, je vais comprendre sa nature. C'est ça, de comprendre, de respecter la personne, c'est au départ de comprendre la personne. Ouais. Après que je l'ai comprise, alors je vais respecter ce qu'elle est. Mais c'est des fois irrespectueux parce que je n'ai pas compris. Et des fois, c'est pas méchant, mais on n'a pas les mêmes besoins. Donc quand une femme elle va s'acharner sur des choses que son mari n'a pas besoin, elle va croire qu'elle n'est pas aimée, parce qu'elle est femme, et alors que lui, il adore sa femme, mais seulement c'est pas dans ses intérêts. Donc là, le fait, le silence, le qu'en dira-t-on et tout ce qui va derrière et qui ne va pas alimenter une relation, elle n'est pas forcément comprise par la personne. Parce que les besoins de l'un ne sont pas les besoins de l'autre. Vous avez compris? Et donc on dit, mais et la personne qui n'est pas... Quand il n'a pas réagi, ou elle n'a pas réagi à ce que j'avais besoin, mais je dis, mais ça veut dire qu'elle ne m'aime pas. Ça veut dire que je ne suis pas dans son cœur. Alors qu'en vérité, c'est pas ça. C'est que ce que tu m'as demandé n'est pas dans mes intérêts, n'est pas dans ce que je recherche personnellement. Donc j'ai pas réagi parce que ça me parle pas ou bien parce que j'en ai pas envie. Ça va? Mais il faut distinguer entre le bonheur de vivre ensemble et le plaisir de vivre ensemble. Ça me plaît pas. Tu me demandes de déménager, j'ai pas envie. Ouais. Tu dis mais on serait mieux peut-être proche de mes parents. Au contraire, vous avez compris? Donc ça veut dire, vous avez compris? On n'est pas dans les mêmes besoins. Lui il va dire mais au contraire, mais moi j'ai ma communauté, j'ai ma synagogue, j'ai mon rave, j'ai mon truc, qu'est-ce que je vais bien déménager? Elle dit mais regarde les voisins, regarde machin, j'aurais tellement aimé que ma mère elle soit proche de moi, j'ai besoin d'elle et tout ça. Donc on n'est pas dans les mêmes besoins, vous avez compris? Lui, il s'est cadré dans un endroit où il a mis des années pour s'établir, et elle, madame, elle veut sortir de son cadre familial parce qu'elle veut se rapprocher de ses parents. Vous avez compris ou pas? On n'a pas les mêmes désirs. Donc il peut y avoir comment dire, des paradoxes de couple, mais qui ne sont pas liés à l'amour du tout. Mais c'est le plan pratique et technique. Donc il ne faut pas mélanger le côté technique et pratique, qui vient de la nature humaine, de la faculté à aimer la personne, ce qui n'a rien à voir. Et on fait l'amalgame. On dit, ah, comme il a refusé, c'est qu'il m'aime pas. C'est-à-dire qu'il préfère son rave que moi. Voilà, on va dire, ou il préfère sa communauté que moi. Vous avez compris ce qui se passe dans la tête des gens? Ou elle va dire, mais je comprends, mais qu'est-ce qu'elle me demande de déménager? Mais elle voit pas que je suis bien établi là, que la Torah, c'est pas important pour elle. Vous avez compris comment ça résonne? Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas qu'elle a dit, la Torah avait dit, mais la Torah, tu pourras pour faire 20 minutes de marche à pied, bah, tu retrouves, mais moi je serais heureuse. Alors c'est-à-dire quoi, pour 20 minutes, tu vas pas déménager? Vous avez compris comment ça résonne? Mais chacun résonne dans ses intérêts personnels. Mais c'est la nature qui fait ça, la nature de la personne qui fait ça. Nous, on croyait qu'on était contre l'autre, ou que la personne est contre moi. C'est pas vrai. C'est les intérêts qui sont contraires. C'est pas les personnes qui sont contraires. Ça, il faut l'établir au départ, c'est très important. Ouais. De recevoir des attentions aussi, c'est important. D'accord? Très important parce que l'ignorance de l'autre, c'est une grande frustration. Ça va? Quand on attend des choses, et une fois, et deux fois, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de machin.
Voilà, mais c'est ça, mais c'est grave. Ça veut dire que... Non, mais ça veut dire que c'est pas la peine. Ça veut dire que c'est... Non, parce que les gens... Mais comment on explique C'est pas pareil. Pourquoi il n'y a pas d'intention dans les couples des fois? D'attention, attention, l'attention. L'attention. Peut-être qu'ils On s'est marié parce qu'il fallait se marier pour des pressions familiales. Mais est-ce qu'il y a une bonne définition du mariage? On a dit que toutes les occasions sont données. Une femme, elle tend une perche à son mari. Il ne faut pas lâcher la perche. D'accord? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il est... Pourquoi? Parce que... Non, parce que... Attends, mais pourquoi c'est comme ça? Parce que la définition du mariage... Nous, peut-être que... Il y a des gens qui pensent, je pense que c'est comme ça malheureusement, que les gens pensent que le mariage c'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est-à-dire que je gère mon entreprise, je gère ma femme, je gère... Hein? Mais c'est ça le problème. Mais le mariage, c'est une entreprise. L'entreprise, c'est... Ben voilà, on a une entreprise familiale, ouais. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des charges, j'ai des loyers, j'ai des scolarités, il faut nourrir mes enfants, je suis responsable, je suis un mari responsable. Voilà. Il ne faut pas basculer. Non mais là on est dans une... Non. Est-ce que dans une société, on s'embrasse, on se dit bonjour, on se truc, on se dit bonjour, mais bon, on va pas faire des cadeaux à tous les employés. Ouais. Mais est-ce qu'on est dans une entreprise? Mais je vous ai compris, c'est ça le problème. Mais non, mais les gens, ils pensent qu'on est dans une entreprise. Il ne faut pas basculer entre le matériel et la vie sentimentale. On est dans une entreprise familiale. Tu t'occupes de la maison, je m'occupe d'autre chose. Chacun... Et si tu joues pas ton rôle de femme, je suis pas content. Ça va? Parce que le plat, il est pas fait, il est pas à l'heure, c'est pas salé, c'est pas bien cuit, c'est pas... Alors, mais qu'est-ce que tu as à faire toute la journée? Vous avez compris? On est dans une entreprise. Ça va? Par contre, si on s'aime, c'est différent. On dit, elle a sûrement pas eu le temps. Parce que j'ai confiance en ma femme. Ouais, pas de dire, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée, je comprends pas le alors que peut-être elle est débordée par le travail, par les activités personnelles de sa maison. Ou peut-être qu'elle a eu un coup de fil de truc, je sais pas. Mais je pars pas du principe qu'elle est en tort. Vous avez compris? Donc si c'est une entreprise, je veux de l'efficacité. C'est ça, le rendement. Le rendement, l'efficacité. Moi aussi j'ai mes charges, moi aussi je suis responsable, je suis désolé. Je fais ce que je fais, toi aussi tu dois faire. On est une entreprise. C'est pas ça un couple. Ça va? C'est pas ça un couple. Que si une femme, elle veut souder des liens avec son mari, elle va lui faire ce qui lui plaît. On va souder des liens. La nourriture va nous souder. Vous avez compris ce qui va se passer? C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Le sourire. Peut-être elle va dire, tiens, je vais me reposer un peu avant que mon mari rentre, parce que mon sourire, parce que je vais montrer des attentions, et lui aussi pareil. Ça va? Je vais peut-être me reposer avant qu'il arrive, parce que quand je vais être débordé, je vais arriver, je vais être à plat, il va venir, il va m'énerver, et voilà. C'est incroyable parce qu'on cherche à être heureux. C'est l'objectif du départ. Donc quand on cherche à être heureuse, ou à être heureux, on s'arrange pour l'être. Pas qu'on espère que lui va s'arranger avec mon bonheur. C'est comme le kibbout avaim, comme le respect de ses parents. Est-ce qu'un enfant il aime son père ou il craint son père? On l'aime, Il l'aime. on le craint et il le craint. Les deux aussi. La nature humaine, la nature de l'enfant, c'est de aimer, d'honorer son père ou de craindre son père? Non, d'honorer son père. La nature. C'est de l'aimer. La nature d'un enfant, d'un garçon, d'un enfant, c'est de craindre son père ou d'honorer son père. De craindre. Et la mère, la nature de l'honorer. Maintenant, si quelqu'un il sait qu'il est craint par son enfant, ça va durer longtemps ça? Comment il va faire pour arriver à respecter ce qu'on... Comment on va honorer ce qu'on craint? T'as un problème ou pas? Est-ce que vous allez honorer la police que vous craignez? Ils vont vous mettre un PV, vous allez dire, oh là là, excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps avec... Non, franchement, vous avez tout dû écrire un truc ou tapoter sur un clavier pour essayer de me faire un PV. Excusez-moi, franchement, je suis désolé. Hein? Est-ce que je vais honorer ce que je crains? Non. C'est dur parce que c'est des sentiments contradictoires. Mais comment mon enfant, il va arriver à m'honorer s'il me craint? Est-ce que je tiens bien mon rôle? Est-ce que je... Non, mais il va me craindre. Mais je veux pas qu'il me craigne, moi je veux qu'il m'honore. Comment il va faire pour m'honorer? C'est des sentiments contradictoires, on peut pas honorer les gens qu'on craint, c'est pas possible. Faut l'aimer comme ça. Comme c'est difficile de craindre les gens qu'on respecte. Parce que ça devient familial, ça devient très familier. Ça va? Comment je vais avoir la ira de mon frère, de ma soeur, c'est très dur ça, vous avez compris ou pas? Ben, il faut inviter les gens à nous honorer. Il faut faire aussi des choses pour qu'on soit honoré, non? Voilà, c'est ça. Donc le père, il doit un peu... Exactement. Il peut être proche de ses enfants. On peut lâcher. Parce que, ben oui, parce que si c'est la police à la maison, ça va être compliqué. C'est frustrant, bah.
Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'il n'y a pas de père. Il y a le père policier, quoi. Il a l'étoile de la police sur la veste. Mais comment je vais honorer celui que je crains? Il faut que la personne, elle s'ouvre à son enfant. Elle montre de l'amour, elle montre de l'affection, elle montre du sourire, il faut être honoré, vous avez compris? Il faut que la personne montre ses qualités à son enfant pour qu'il arrive à mettre dans sa tête des qualités de père qui vont faire que pour ses qualités personnelles, je vais l'honorer pour ce qu'il est. Vous avez compris? Mais il y a une forme d'ouverture. Mais si la personne elle a peur que si elle se rapproche trop de son enfant, il va pas la respecter et c'est grave. Ouais, il va pas faire ce que je dis, il va pas faire. Il va faire des bêtises. Voilà, exactement. Donc on est tout le temps en train de faire des reproches et des machins. Et la police en permanence. Et la police en permanence, à la fin, il a l'impression d'avoir que son voisin, il est mieux que son père. Il dit j'aurais tellement aimé être le fils du voisin, moi. Moi, je vais voir comment il me parle, comment il me. Vous avez compris comment c'est important de. Et c'est pareil en couple, c'est auto-d'avar. On a comme si on avait deux images, on avait deux identités. Il y a le père qui doit être respecté, à la fois il doit créer de la crainte, mais dans chaque femme il y a deux femmes aussi, ça va? C'est vrai, donc il y a la femme, il y a la femme au féminin, comme Jacob il a eu deux femmes, mais chaque femme elle est deux femmes. Elle est la femme du Olamazé et la femme du Olamaba. Parce qu'on a un gouffre et on a une échama, ça va? Et quand vous imaginez que pour être aimé par son mari, il faut lui faire plaisir, par exemple. Mais quand je fais plaisir, ça a une répercussion sur quoi? Ben, sur son corps. Mais on doit passer par le corps pour arriver à passer à la neshama, c'est incroyable. Si par exemple vous rentrez à la maison, votre mari ne vous regarde pas. Et vous lui parlez, il ne vous répond pas. Comment vous vous sentez? Un petit peu, légèrement. Il faut toujours avoir un petit marteau en plastique dans la poche. Hein? Comment vous vous sentez? Il vous parle pas. Une femme, elle revient du mikvé et son mari dort. Hazak ou balour? Hein? Ça voudrait dire qu'on peut se marier avec n'importe qui, en fait. Il faut faire attention, mais ça je dis. Non, mais si on est là pour combler, entre guillemets, les besoins de l'autre, être éveillé sur ce qu'il a besoin, ce qu'il voudrait, ce qui lui plairait, etc. En fait, n'importe quel candidat serait le bon, puisque les efforts, ils viennent pour faire un C'est vrai. C'est pour ça qu'on tombe amoureuse d'un homme, en particulier. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'amour, ça serait cartésien. Mais ça, c'est ça le Mina Shamaïm. Les femmes, elles sont... Comment une femme, elle peut savoir que son mari, c'est son mari? Comment un homme, il peut savoir que c'est elle? Il y a des gens qui sont très cartésiens, ils n'arrivent pas à se marier. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, oui, mais demain, machin, elle m'a dit ça, elle a dit ça, peut-être que ça veut dire... Il fait le grand psychologue, de machin, mais il y a que de la raison, il n'y a pas d'amour. Donc des gens comme ça, ils ont du mal à dire « Ah, mais on sait jamais, où il faut du 100%, vous avez compris ?» Mais là, j'ai vu, attends, il est bien, mais il y a une petite tâche là-bas, et non, je pourrais jamais, avec la tâche, je pourrais pas. Je dis « Mais arrête, on n'est jamais parfait, vous avez compris ?» Les gens, ils sont très comme ça, poussés à la perfection, des gens qui sont perfectionnistes en général, ils ont ce problème-là, où ils sont toujours inquiets, toujours stressés, toujours, ils suspectent n'importe quoi, parce qu'on ne sait jamais, et impossible de s'attacher à une personne comme ça, c'est impossible. Donc après, c'est pour ça que la Torah, qu'est-ce que dit la Torah? On va d'après le Rov. Ça veut dire quoi d'après le Rov? D'après la majorité. La majorité, c'est combien? 51%. Il y a 100%. 51%, c'est la tendance naturelle des gens. Par exemple, un exemple très simple. Si vous avez 2 morceaux de viande cachère, ouais, et un morceau de viande pas cachère. Vous avez 2 morceaux de bœuf cachère et un morceau de bœuf pas cachère, qui s'est mélangé. On ne sait pas qu'est-ce qui est caché, pas caché. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le plat. On jette tout. Hein? Non. D'après la Torah, qu'est-ce que vous faites? On garde. Il y a 2 morceaux cachers et un pas caché. Donc ils deviennent tous cachés. Tout devient caché, Hazak ou Balour. Mais si vous mangez tout, qu'est-ce que vous avez fait d'Avera ou pas? C'est sûr qu'il y a un morceau pas caché. Mais on va d'après la tendance, c'est la majorité. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la Torah a voulu dire? Que la minorité devient majoritaire. Incroyable. La minorité se plie à la majorité. Ça veut dire qu'elle devient cachère. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? On dit non, mais attends, il y a 99 chansons, il est bien, mais là, il y a quand même 1%. Vous avez compris, on n'est pas dans cette tendance. Ça pose des problèmes. C'est comme je dis, imaginez-vous, on vous bande les yeux, ouais, et on vous dit c'est feu rouge. Vous traversez ou pas? Non, on a peur. C'est feu rouge, les voitures s'arrêtent en général. Qui me dit ça? Attendez, non mais peu importe. Voilà. Si on c'est feu rouge, on vous bande les yeux, c'est feu rouge, vous traversez ou pas? Attendez, des fois il y a des gens qui brûlent les feux rouges, ça arrive, mais de façon majoritaire, ils les brûlent ou pas? Oui.
Donc il faut vous rassurer que ça passe. Mais l'inverse, tu dis c'est feu vert, mais des fois il n'y a pas de voiture au feu vert. Vous passez ou pas? Non. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est? C'est la tendance, vous avez compris? Mais toute la journée c'est comme ça. L'équilibre, c'est la majorité. On vit avec un équilibre. L'équilibre, c'est de dire, puisque je me rassure que de façon majoritaire ça se passe comme ça, je me rassure. Mais il y a des gens qui ne sont jamais rassurés. Parce qu'ils vivent toujours dans le doute. C'est feu rouge. Il y a des fois des gens qui brûlent des feux rouges. C'est vrai, ça arrive une fois sur 1000 ou une fois sur 2000 ou 3000. Mais on ne sait jamais. Donc je traverse pas. Mais tu peux pas vivre comme ça, c'est pas possible. Parce que sceptique en permanence. On ne sait jamais. Ça va? J'ai vécu une fois, ça m'est arrivé. J'ai vu un type devant moi. Il a brûlé un feu rouge, il y a eu un accident. C'est fini. Ce traumatisme, il m'a poussé à penser que c'était possible. Et je vis avec des minorités toute ma vie. C'est pas possible. Vous comprenez ou pas? Il faut un jour libérer ça. Il faut vivre de façon majoritaire. Si votre mari, un jour, il a fait une bêtise dans sa vie, il n'est pas de nature à être un idiot, mais ça lui arrive des fois. Ça va? Et qu'est-ce qu'on dit? Non, mais attends. Ce traumatisme, je l'ai gardé en mémoire. Il m'a touché. Mon mari, il est comme ça. Non. Vous avez compris? C'est ça. Ou ma femme, elle est comme ça. Il faut arriver de voir de façon globale. Pas de dire, d'avoir le souvenir d'une chose douloureuse et de dire, mon mari, il est comme ça. Non. Il faut voir de façon majoritaire. Ça veut dire, la tendance de mon mari ou de ma femme, de façon majoritaire, elle est tendancieuse, positive. Pourquoi on regarde toujours les tâches? Vous avez compris? Et on vit avec. Et après, une fois, 2 fois, c'est arrivé 4 fois dans l'année, et ben voilà, mon mari, il est comme ça, ou ma femme, elle est comme ça. Non. Ça porte un nom, ça s'appelle des défauts. Mais c'est ce que j'appelle. Oui, mais ça veut dire que c'est la lecture qui est fausse au départ. Parce qu'on a peur. C'est ça que je dis. Si on a peur, ben on va chercher les tâches. C'est comme les Bnei Israël. Les Bnei Israël. Ils ont dit à Moshe, écoute, il faut envoyer des Meraglim. Il faut envoyer des explorateurs. Pourquoi? On ne sait jamais. Peut-être, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Quand je dis à quelqu'un j'ai peur, qu'est-ce qu'il va aller chercher? Il va aller chercher ce qui me fait peur. Et ben il dit, vous avez eu raison, il y avait Amalek, il y avait machin. Mais évidemment, si tu dis que si tu as peur, tu vas avoir que de la peur. Non, il peut nous rassurer par rapport à nos peurs. Comment? Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? Mais t'inquiète pas, on va le combattre. Khazak. Mais ça, c'est ça qu'il aurait fallu faire. Mais c'est ça qu'ils ont fait? Eh ben là, c'est le problème. Ça veut dire que c'est ça la Vera. La Vera, c'est de, au lieu de dire c'est vrai que c'est dur, mais on va y arriver, ils ont dit c'est dur, on arrête. C'est ça le problème. Vous avez compris la lecture? Même c'est même pire que ça. Vous savez pourquoi il y avait Amalek là-bas? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il y avait des géants? Vous savez pourquoi il y avait tout ça? Parce qu'on a eu peur. C'est nous qui avons créé cette réalité-là. Ça veut dire qu'on est victime de nos peurs. On est victime de ce que... Hachem dit, tu as peur? Ben voilà, on va faire peur. Très important d'être une femme rassurée. Je connais mon mari. Je sais que de façon majoritaire, il est comme ça, il est attentionné. Après, ça dérape. Mais si je ne sais pas qu'il est attentionné, si je ne sais pas mettre des paramètres qui me rassurent, j'aurai tout le temps, toujours suspecte. Vous comprenez ou pas? Et c'est pas une vie heureuse, ça. Et le sentiment féminin en général, il est construit de cette manière. On a toujours peur. Une femme à la maison, elle fait attention à n'importe quoi. Il faut que ça soit propre partout. C'est vrai? Un homme, c'est pas comme ça. Donc on est de nature différente. Mais c'est une tova qu'Hachem il a fait qu'une femme, elle soit pas... Il y a des gens qui disent, mais tu me saoules avec tes tâches et tes trucs. Oh, c'est bon. Hein. T'as vu, t'as fait une tâche avec ton dentifrice sur le... Je dis, bah ça va, c'est pas grave. Bah, Marie, c'est pas grave. Mais attends, mais comment ça, c'est pas grave? Mais d'un côté, tu me saoules avec tes tâches. Mais d'un côté, c'est une tova qu'elle soit comme ça. Parce que si c'était tu rentres chez toi, tu trouves les chemises sur le canapé, ton pantalon il est dans les toilettes. Mais heureusement qu'elle a ordonné, heureusement qu'elle a cette tendance naturelle féminine de vouloir être bien, de vouloir faire que les choses soient propres, équilibrées et belles à voir, non? Et bien des fois c'est l'inverse. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'une tova devient un rat. Alors il faut essayer de... C'est ça comprendre les gens, vous avez compris? C'est ça d'être intelligent. C'est de voir quelle est la tova. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me procure du plaisir? Qu'est-ce qui m'amène à être heureuse dans ma vie? Vous avez compris? Donc et ça passe au départ par de se respecter dans le sens où je pense qu'il faut comprendre la nature des gens pour se rassurer de ce qu'on a épousé. Et le vrai travail qu'on doit faire au quotidien, avant de démarrer une vie de couple vraiment, c'est de rassurer la personne en face de moi. Quand quelqu'un vient dans une entreprise, il amène un CV, il dit ok, bon ben c'est bon, il y a ce qu'il faut, ça va? Après on va voir si tu es capable de faire ce que tu es. Mais après je vais tester, mais je vais voir, au fur et à mesure de ton travail, tu vas me rassurer. Mais c'est ça qu'on doit faire en début de couple, c'est ça au départ. Et ce qui se passe, c'est que les gens, ben non, ça y est, ils sont mariés. Après tu te débrouilles avec ce que je suis. Et le problème, c'est qu'on n'est pas rassuré. Et comme on n'est pas rassuré, on est inquiet, et quand on est inquiet ou inquiet, on va chercher là où ça va pas, puisqu'on est inquiet. Et après, on va chercher les tâches. On va voir, tiens, tu vois, j'en étais sûr, voilà. Un peu comme les Meraglim qui vont rapporter aux Bnei Israël en leur disant, mais vous avez eu raison. Heureusement qu'on est parti là-bas. Regardez ce qu'on a trouvé là-bas.
Mais c'est exactement la même chose. Tu vois, j'ai eu peur, mais ce que je vais voir, c'est ce qui me fait peur. Mais c'est ça que je vais chercher à voir. Et après, ça détruit des couples. Parce que j'ai peur. Attends, est-ce que mon mari il est comme ça? Est-ce que ma femme est comme ça? Et je vais chercher à voir effectivement ce qui me fait peur. Et ce que je vais sûrement découvrir. Mais ce que je vais découvrir, ça va pas me rassurer. Et je vais faire des règles en fonction de ce que j'ai vu. Oui, c'est ça. Mais c'est pas comme ça qu'on construit un couple. Parce que là, on va se faire peur toute seule. Ou alors je vais dire, j'ai constaté que, mais je vais me battre pour arriver à soulager mon mari ou soulager ma femme de ce défaut. Comme les Meraglim auraient dû faire ce qu'ils n'ont pas fait, au lieu de dire, vous savez, c'était dur, mais Hachem est avec nous, vous inquiétez pas, on va y arriver. Le problème en couple, c'est quoi? C'est qu'on arrive à établir des défauts, des problèmes, des choses qui nous séparent. Et puisqu'on fait le constat qu'on est différents et que des choses nous séparent, on se divorce. Parce que comment je vais vivre avec une femme pareille? Elle a ça. Pas possible. Ou mon mari, vous avez imaginé, mon mari, mais il est comme ça, mais on peut pas vivre ensemble. Il y a tellement de problèmes. Ça va? Et plutôt que de dire, mais tiens, mais si on se débarrassait de ce qui nous sépare, peut-être on pourrait vivre ensemble, non? Non? Peut-être que notre avodat Hashem, c'est ça, peut-être, non? Que la avodat Hashem, c'est de se débarrasser de ce qui nous sépare. C'est ça la mitzvah, peut-être. Moi, je croyais que la mitzvah, c'était de vivre ensemble, de cohabiter ensemble. Et maintenant qu'on est bien ensemble, tant mieux. Si on n'est pas bien ensemble, on se sépare, évidemment, c'est comme ça. Non. Peut-être que le fait d'avoir déterminé... C'est ça qu'Hachem, il est mis avec Zivugim. Qu'Hachem, il a associé des couples. Pourquoi? Parce que des fois... Parce qu'il n'y a que Hachem qui peut faire que jusqu'à l'éternité, on puisse être ensemble. Il n'y a aucun psychologue qui vous dira, dans 20 ans, tout ira bien, dans 30 ans, tout ira bien, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que les aléas de la vie, on ne les connaît pas. Il n'y a que Hachem qui peut faire, vous avez compris ou pas? Donc ça veut dire qu'il n'y a que Hachem qui peut faire. Donc s'il nous a mis ensemble, c'est qu'il y a un travail à faire ensemble, évidemment. Donc si je trouve un défaut chez mon mari, et je lui dis, et quand je lui parle, il s'énerve. Voilà, quand je parle à mon mari, il crie. Je lui dis, voilà, ça, on ne peut plus parler. Je lui dis, écoute, c'est simple, écoute-moi, je ne peux pas souffrir avec un homme qui me fait souffrir. Ouais. Donc quand tu seras calmé, on discute. Ça sert à rien de crier, de toute façon, je ne suis pas sourde, ouais, j'entends très bien. De toute façon, tu cries pour quoi faire? Pour te débarrasser du problème, ouais. Mais ça sert à rien, ça ne marchera pas avec moi. Donc on s'assoit et on discute jusqu'à ce qu'on arrive à solutionner nos problèmes. Mais tu sais quoi? Si on se débarrasse de ça, tu vas grandir et je serai heureuse. Alors est-ce qu'on aura le droit de mentir? Après on verra ça. Oui, c'est vrai, peut-être. Oui, parce que quelque part, vous trompez qui en fait en mentant? Hein? Si ça permet de... Vous trompez qui en mentant? Bah soi-même. Non, non. Quand vous mentez à la personne, quand on fait le shalom bayit, on est prêt à mentir pour le shalom. En fait, on ment à qui? Attendez, mon mari il a un défaut, ça va? Mais ce défaut c'est répertorié chez moi dans quoi? C'est qui? Par exemple, un mari qui est un exemple, hein. Il est pas ponctuel. D'accord. Voilà, ça pose un problème une fois, deux fois, trois fois. C'est un problème, voilà. C'est un exemple. D'accord. C'est ce défaut. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais plutôt que de lui dire, écoute, j'en ai marre que tu sois en retard, on a ras-le-bol, on arrive en retard là, et là, ça nous met dans telle situation, bidou, c'est insupportable. Voilà. Est-ce que je décroche et tant pis, on arrivera en retard? Ou alors je dis, on a rendez-vous à 4h, je dis qu'on a rendez-vous à 14h30. C'est ça. Oui. Est-ce que je mens? Mais là c'est pas ça mentir, parce que là il va conserver son défaut. Alors justement, Mais non, c'est pas ça mentir. Alors écoutez-moi bien, mentir c'est pas ça. Mentir, c'est dans le shalom bayit, mentir, c'est comme ça. Par exemple, Aaron à Cohen, c'est marqué dans le Pirkei Avot, que Aaron à Cohen, il était Rodef Shalom. Rodef Shalom. Ça veut dire quoi, Rodef? Il pourchassait le Shalom. Pourchassait le Shalom. Il courait après. Oui, il y a un problème, dites-moi, il y a un problème, je vais faire le Shalom. C'est incroyable. Rodef Shalom, ouais. Ohev et Aberiot. Il aimait les créatures, mais Karvan Torah, il a rapproché la Torah. Comment il faisait Aaron à Cohen? Un des exemples qui est marqué dans les Rishonim, c'est qu'il y avait deux personnes qui étaient en conflit tous les deux. Ça va? Deux personnes, ils ne se supportaient plus. Qu'est-ce qu'il a fait, Aaron à Cohen? Il a été voir une des deux personnes, il leur a dit, tu sais, ton ennemi juré là, ouais. Eh ben, il est venu me voir hier, tu sais quoi? Il était en pleurs. Ah bon? Ben, il a dit, oh là là, on était des amis d'enfance, et pour des bêtises, on a dû se séparer pour des bêtises, franchement, et là, on peut plus se voir et tout, mais ça me fait de la peine de voir que pour des bêtises, on s'est séparés quand même des amis d'enfance. Et puis voilà, il était en pleurs devant moi, il m'a dit, écoutez, il n'y a que vous qui pouvez intervenir, vous, Aaron à Cohen, comment on veut dire, parce que moi, si je vais le voir, il va me faire la porte au nez, mais avec Aaron à Cohen, il supportera, mais si vous pouvez intervenir pour lui expliquer combien je suis dérangé par cette séparation, et combien j'aurais tellement aimé qu'on se retrouve, qu'on soit des amis. Il a dit ça, oui, franchement, il a dit ça.
Il a dit ça, oui. Il a dit ça. Il dit, ah bon, alors, dans ces conditions, évidemment, on va faire le shalom. Et l'autre, il va faire le même cinéma à l'autre. Ça va? Et il se retrouve, votre Hachem. Bon, vous savez qui c'est Aaron Cohen? Vous savez qui c'est? C'est le frère de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, celui qui donne de la Torah. Et Aaron Cohen, c'est le Cohen Gadol. Ça veut dire qu'il a une proximité avec Hachem d'une intensité extrême dans le Kodesh HaKodashim. Et lui, il va faire du cinéma. Hollywood, ça va? Il va dire à l'autre, voilà, les cinémas, là. C'est la source qu'il a fait. C'est Archilul Hachem, ça. Non? Est-ce que j'ai le droit de manger du cochon pour le shalom? Non. Bon, ben, c'est Archilul Hachem. Comment j'ai le droit de mentir? Et ça vous choque pas, vous? C'est pas mentir. Aaron Cohen, il va mentir pour faire le shalom. Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que j'ai le droit de mentir parce que je vais faire le shalom? Mais non, mais, au lieu de leur dire, mais vous êtes idiots, mais faites le shalom, mais vous étiez tellement bien ensemble avant. Au lieu de positiver la situation, il a menti à l'un et l'autre. Et par le mensonge, par Hachem, ça s'est bien arrangé. Mais je n'ai pas compris. Il n'y a pas d'autre moyen de faire le shalom que de dire la vérité ou de dire mensonge. Il y a des situations où il n'y a pas d'autre moyen. Mais j'ai compris, mais pourquoi ça s'est fait de cette manière? Et lui, Aaron Cohen nous apprend un principe de base. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Vous avez compris? Ok. Maintenant, si on est en conflit, au milieu, il y a qui au milieu? Qui c'est qui se mêle? Les Yitzhara. Vous savez quoi? Quand j'ai menti à la personne, à qui j'ai menti? Chazak ou Baruch. Vous avez compris ce qu'il a appris à Aaron? Aaron, il m'a appris une chose. C'est que quand tu mens à la personne, et tu retrouves la vraie personne, c'est que tu as menti au Yetzirah, de la même manière qu'il t'a trompé, parce qu'il t'a fait croire, soi-disant, les dadadada, en fait, la personne, elle vit avec. Ne croyez pas que quand vous réfléchissez, c'est vous qui pensez. Hein. Des fois, c'est Yetzirah qui pense pour vous. Ben oui, c'est ça, il faut comprendre ça. Qu'est-ce qu'il veut chez nous? Voilà, mais non, mais il est comme ça. En fait qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah Arafat? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'exploiter vos sentiments mal construits et il vous fait vivre avec. Ça va? Il vous crée des sentiments émotionnels très forts qui sont faux, en fait. Parce que c'est des choses sceptiques que j'ai dans ma tête et j'imaginais que c'était comme ça et voilà, ça s'est avéré vrai, mais c'est une lecture personnelle que le Yetzirah m'a mis en tête et moi maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois contourner. Donc quand Aaron il ment en fait, il ment au Yetzirah. C'est là que je vous dis que la mentir ça, parce que maintenant on va retrouver la vraie personne. Mais si il va garder son défaut, monsieur, il va venir à 4h30, il va rester un flemmard ou un type qui est pas intentionné. C'est pas ça mentir. Mentir, c'est pas entériner et comment dire, et rassurer la personne dans ses erreurs. Non, c'est qu'en mentant, il va retrouver la vraie chose à faire. Ça va? Donc là, c'est pas le cas dans ce cas-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est comme ça. Par exemple, il faut expliquer la ponctualité. Non, mais en quoi c'est important pour les autres, la ponctualité? Parce que alors je m'explique. Je comprends, il y a de comprendre. Parce que, on va dire comme ça. De la même manière que dans votre mémoire, il y a une mémoire sélective. D'accord? Mais vous allez vous rappeler de quoi? De ce qui est important. Et ce qui n'est pas important? Ah tiens, tout à coup j'ai oublié. Ça va? C'est-à-dire qu'il y a une sélection dans votre cerveau qui fait que les choses importantes vous en rappelez et les choses moins importantes vous les oubliez ou bien elles sont loin dans votre mémoire. Ça va? Donc manifestement, si lui il vient en retard, c'est qu'il a des priorités ou des intérêts qui sont plus forts que l'intérêt de venir à l'heure. Mais non, il faut juste mesurer la conséquence. Ça veut dire, entre ce que tu pensais être favorable à toi, de penser de venir à l'heure où tu veux, ça t'arrange, c'est un confort. Mais regarde les désagréments. Quelque part, on ne vient pas en retard par hasard. Mais ça arrive une fois, les priorités. Attendez, je vous explique. D'abord qu'ils comprennent, la personne comprenne. L'avantage et l'inconvénient. Ça va? Quand tu mesures, tu dis, tu viens pas au boulot, une fois, deux fois, trois fois, le patron, il te vire. Vous allez voir comment il va venir à l'heure, le type. Ouais. Donc il va dire, d'un côté, je suis un peu, j'ai envie de rester un peu plus longtemps dans mon lit parce que c'est plus agréable. D'un côté, le patron, il gagne sa vie, il gagne sa vie. Il gagnera un peu moins sa vie, ça va. Mais d'un autre côté, je vais perdre mon travail, moi. Entre mon lit et mon travail, j'ai fait la différence, j'ai dit, je vais choisir mon travail, c'est bon? Donc c'est un problème de conflit, en fait, d'intérêt. Donc s'il vient en retard, c'est parce qu'il a le confort de venir en retard. Maintenant, tu dis, mais tu sais ce que tu vas perdre? D'abord, tu perds ta femme. Ah ouais, parce que je suis pas contente. Ça va? Et tu perds ton temps, on perd le rendez-vous, et puis c'est désobligeant vis-à-vis des gens qui nous attendent, etc., etc. Donc quand tu mets en balance ce que tu vas perdre de ce que tu vas gagner, tout à coup, tu vas dire, ouais, ça vaut le coup de venir à l'heure. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une impulsion qui se crée de désir de changer. J'ai pas envie de changer. Ça fait 50 ans que je viens en retard. C'est pas demain que ça va changer. Ça va? Donc j'ai ces habitudes faisant. Maintenant, c'est sûr qu'au début, c'est compliqué parce que c'est contre nature. Mais donc il faut le savoir en tant que femme, par exemple. Si mon mari arrive en retard de façon permanente, et que même sa mère, elle m'a dit, tu sais, il vient tout le temps en retard, c'est sa mère qui l'a dit, donc je le sais, mais maintenant je sais que je vais me battre contre quelque chose qui est contre nature. Donc il faut que j'ai la patience
d'amener à ce que la personne elle arrive à changer. Mais si je ne suis pas patiente, il ne va pas changer. Parce que vous savez ce qui va se passer? Je vais le gronder. Et quand je vais le gronder, je vais le rendre en enfant. Je vais le rendre ridicule. Et je vais le rendre quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre. Il ne changera jamais. Ça va? C'est très important de comprendre ça. Parce que quand je lui dis, mais écoute, ça fait combien de fois que je vais te répéter? Ça va, 10 fois, t'en as pas marre, tu vas venir en retard. Il va dire, oui, t'as raison. Tiens, mets-moi encore une claque là, vas-y, je t'attends. Mais non, jamais il va écouter. Ça veut dire que le problème, c'est ça. C'est que d'un côté, il faut mettre de la forme là où il y a du fond. Et nous, on pensait qu'en mettant pas la forme, on allait... il va se bouger, vous allez voir. Je vais me mettre en colère. Et tu vois comment il va m'écouter. C'est moi qui vais lui montrer comment il faut vivre. Mais jamais personne n'écoute une chose pareille. Jamais, mais personne. Si je gronde quelqu'un, ouais, il va dire, écoute, il va même pas m'entendre. Encore moins, il va réagir. Donc ça veut dire que c'est pas efficace, vous avez compris. Mais moi, mais qu'est-ce que j'ai le choix, moi? J'en ai marre, j'en ai marre de toujours attendre et toujours être toujours en train de lui répéter les mêmes choses à chaque fois. Il faut lui dire la ponctualité, la richesse des rois. C'est vrai, mais lui, il n'est pas roi. Alors, il faut qu'il soit roi. C'est sa femme qui est la reine. Mais non, vous avez compris, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Mettre en balance les deux choses. Ouais. Par exemple, si vous sentez malheureuse, c'est pour ça qu'il faut de la complicité. Si par exemple ma mère, elle est malheureuse de ce que je fais, j'ai tellement honte de ça parce qu'elle m'a tellement donné que je vais évidemment faire des efforts. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une sorte de communication qui soit créée au départ, bien ciment, pour qu'il ait envie de changer. Tel que je l'ai dit au départ, c'est très important qu'on arrive à créer des liens tous les deux. Parce qu'il n'y a que ce lien qui va permettre d'entendre. Si je suis respecté par ma femme, ouais, et que je vois qu'elle fait la tête, je dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez compris? Mais sinon, qu'elle se débrouille. Je dis ça inconsciemment évidemment, qu'elle se débrouille, c'est inconsciemment. Si elle fait la tête, qu'elle fasse la tête. Et quand elle sera calmée, on se reparlera. Mais les choses ne sont pas solutionnées. Il faut que j'ai envie de solutionner. Vous avez compris? Par exemple, si j'arrive en retard et ma femme elle fait ça suffira en vérité. Si on est fusionnel, ça suffira. Si on arrive à se comprendre, si on arrive à se respecter, si on arrive à avoir un objectif commun, c'est d'être heureux ensemble, elle va juste se faire écoute, j'ai compris, c'est fini. Vous avez compris? J'ai ni besoin de crier parce que je sais que on a une perspective commune, c'est d'être heureux. Mais manifestement, elle ne l'est pas. Donc ça me dérange, puisque la perspective n'est pas atteinte. Donc je vais tout faire pour gommer ça. Mais ça veut dire qu'au départ, il fallait construire quelque chose. Mais si on est juste mariés et que t'es pas contente, mais de toute façon tu le savais très bien, ma mère te l'a dit. Donc ne fais pas d'histoire, ne commence pas à me dire, tu es en retard, tu le savais très bien, tu m'as épousé pour ça aussi. Donc tu acceptes, j'espère que tu acceptes mes défauts. Ne commence pas à réclamer des choses alors que tu le savais depuis le départ. Quand on était en Chido, qu'on était ensemble, tu vois que je n'arrivais jamais à l'heure. Maintenant tu me réclames à l'heure, viens à l'heure, mais tu savais très bien. Ne me dis pas que tu t'es pas marié aussi en sachant que. Vous savez, voilà, c'est une manière de. En fait, on n'a rien solutionné, c'est une manière de se soulager personnellement en disant, mais écoute, je suis comme ça, il faut m'accepter comme je suis. Mais non, je veux pas de cet homme, moi. Je veux l'autre, celui que j'ai épousé et qui, j'espère, aura compris que ça, c'est un défaut. Vous avez compris? Mais si on a une perspective de bonheur, je dis évidemment, si ça la dérange, je vais gommer. Mais en fait, je vais gagner parce que par bonheur, je vais gagner de changer. Alors que si on vit en entreprise, je lui dis, dans mon CV, il va marquer que je viens à l'heure. Je suis désolé, il est marqué que je viens pas à l'heure. Donc tu l'as lu le CV quand même, tu l'as lu le CV, ne me dis pas que tu l'as pas lu. Vous avez compris? Si on vit en entreprise, c'est ça qu'on va dire. Et si on vit en couple, ce truc-là, il faut absolument que je gomme. Vous savez pourquoi il faut le gommer? Parce que ce défaut, il ne va pas rester seulement en couple, il va rester éternel. Tous les défauts qu'on porte, on les porte avec nous jusqu'à la fin de notre vie. Et après notre vie aussi. Ça va? Si on se remet en question. Là, on les gomme. Alors là, on va voir que, vous avez compris, c'est ça qu'Hachem il voulait en fait. Il m'a donné une femme qui est exactement l'inverse de ce que je ressens. Pourquoi faire? Parce que ce défaut-là, il doit disparaître un jour pour l'éternité. Parce que tout ce que nous sommes de notre vivant va rester conscient après dans le Lomaba. C'est comme ça. C'est ça que l'Agma Yengma dans Chagiga qui dit comme ça. Écoutez-moi bien. L'Agma dit comme ça. À quoi il ressemble un rachat quand il quitte ce monde et à quoi il ressemble un tzaddik quand il quitte ce monde. L'Agma dit quand un tzaddik qui part de ce monde, ouais, c'est comme si que vous vouliez retirer un cheveu qui s'est glissé dans un bol de lait. Bon il n'y a pas de retenue, ça s'en va comme ça. Il dit par contre le rachat quand il quitte ce monde, c'est comme si que vous aviez fait un trou dans une planche, vous aviez glissé une corde au milieu, dans le trou, et dans la corde il y avait un nœud qui était plus gros que le trou. Et quand on arrive au nœud, tout à coup ça bloque. Et on tire, on a du mal à passer, il faut tirer très fort pour arriver à faire passer le nœud dans le trou.
L'Agma dit c'est à ça que ressemble un rachat dans ce monde. Alors le Rav Dessler il pose la question, il dit je comprends pas. Le corps il est resté dans la terre et la Neshama elle s'est envolée. Elle est où la retenue? Il est où le nœud? Il est où le nœud? Il est où le trou? Il est où le... La personne elle disparaît donc elle meurt, on l'enterre dans la terre et le Neshama elle s'envole, oui ou non? Ouais. Et où ça, où il y a de... Où ça bloque? Hein? Non, dans lui il y a marqué le rachat, il quitte ce monde, ça bloque. Il est où le nœud? Hein? Le nefesh. Ça veut dire qu'il y a une conscience. Tout ce que vous faites s'inscrit dans votre conscience, vous partez avec. Donc ça veut dire que si maintenant quelqu'un est très attaché à ses valeurs matérielles, il va partir dans un monde où il n'y a plus de corps. Il a envie d'assouvir un besoin corporel qu'il n'a plus. Comment il va faire? Ben, il est le nœud, vous avez compris? Et là, c'est. Et si le tzaddik qui dit, mais moi je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je dois atteindre, je sais qu'il faut passer la frontière et qu'après je serai la vraie personne là-bas, oui ou non? Donc je fais tout sur terre pour atteindre ce niveau-là. Donc si ma femme elle me permet d'atteindre ça, c'est pour ça que je dis que dans un monde, dans une femme, il y a deux femmes. Il y a la femme du Olam Hazé et la femme du Olam Haba. Quand une femme va faire un reproche à son mari, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'elle dit, mais il y a un problème foncier derrière. Ça va? Par exemple, la ponctualité, ça révèle beaucoup de choses aussi. Ça va? Donc ça veut dire que si j'arrive pas à éliminer ce problème, je vais le garder éternel, ce problème. Donc si ma femme me fait ce reproche, c'est Mina Shamaïm. C'est qui me téléphone? À travers ma femme, c'est qui? Mais c'est Hachem. Vous avez compris ou pas? Ne répondez pas, c'est lui. Hein. Vous avez compris le Mina Shamaïm ou pas? Vous avez compris le Mina Shamaïm? D'accord. Donc c'est ça, c'est pareil, ça veut dire qu'il faut comprendre, c'est ça, comme ça qu'on vit une vie de couple. On dit Shrina Benehem, la présence divine. C'est ça la présence divine. C'est avec Hachem, il va se manifester dans ce couple pour faire entendre quelque chose. Il ne va pas téléphoner à la personne, évidemment. C'est à travers son mari, à travers sa femme qu'on va avoir des coups de fil. Quand une femme, elle fait beaucoup de malheur à son mari, Oui. il va directement au Gan Eden, le mari, non? C'est vrai, mais elle non. Il vaut mieux partir ensemble. Vous avez compris? Il vaut mieux partir. Oh là là, il est tard. Chazak Mieda, merci beaucoup d'être venu. Comment